Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une situation vraiment tendue au Cameroun. Les résultats officiels de la présidentielle sont tombés et disons que ça a plutôt jeté de l'huile sur le feu. Ce qu'on a pu lire, les analyses, les échos du terrain, tout ça dessine un tableau franchement assez préoccupant. Oui, tout à fait. D'un côté, les institutions, voilà, elles disent Paul Biya réélu, et de l'autre, son principal opposant, Isati Roma Bakary, lui revendique la victoire. Et surtout, on voit une colère populaire énorme dans la rue, parfois très violente. Notre but aujourd'hui, c'est d'essayer un peu de démêler tout ça, de regarder les chiffres qui posent problème et de comprendre les vrais enjeux pour le pays. C'est exactement ça. On est vraiment face à une sorte de choc entre la légalité, ce que disent les textes, les institutions, Mhm. et puis la légitimité, ce que ressent une grande partie de la population. C'est cette fracture qu'on va essayer d'explorer avec les infos qu'on a pu recouper. Alors, pour commencer, les faits officiels, la version proclamée. Le Conseil constitutionnel, avec à sa tête Clément Atangana, 84 ans, Oui, un détail qui a son importance. a déclaré Paul Biya, 84 ans aussi, vainqueur, avec un score annoncé de 53,66%, et Isati Roma Bakary, lui, est à 35,19%. Ça, c'est l'officiel. Et immédiatement, ces chiffres ils sont entrés en collision directe avec ce que disait l'opposition. Oui, Le camp Bakary, eux, ils affirment avec apparemment des procès-verbaux collectés sur le terrain. des preuves selon eux. Voilà, des preuves, selon eux, qu'il aurait en fait dépassé les 50%. Donc la victoire, quoi. Et c'est cette différence énorme sur le décompte qui a tout déclenché. Et ce qui est assez révélateur, et ça plusieurs sources le disent, c'est l'ambiance au moment de la proclamation. Ah oui. C'était loin d'être la fête, hein. On parle d'une ambiance lugubre, mortifère même. Et puis il y avait des absents de marque. Comme qui, par exemple? Les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat, tous les deux, officiellement pour raison de santé. Le président du Conseil économique et social, lui, est décédé récemment, mais voilà, ça fait beaucoup d'absence. D'accord. Ça donne l'impression que même dans les hautes sphères du pouvoir, peu de gens croyaient vraiment à ces chiffres. Une sorte de mise en scène un peu triste, quoi. Et cette dissonance, on l'a vue tout de suite dans la rue, j'imagine. Ah oui, immédiatement. Très peu de scènes de joie côté pouvoir, à part peut-être quelques petits trucs organisés à Yaoundé. Oui, très peu. Mais par contre, une vraie explosion de colère dans plein de villes. Douala, bien sûr, Bafang, Guidé, Garoua dans le nord. Oui, partout. Les témoignages parlent de scènes de violence vraiment fortes. Certains disent même quasi guerre civile. Absolument. On a eu très vite des infos sur des affrontements très durs avec les forces de l'ordre, des bâtiments officiels attaqués, des préfectures, des mairies incendiées, Hmm. et même la résidence privée de Bakary à Garoua qui a été ciblée. Ah oui, quand même. Ce qui est frappant, et c'est peut-être ça le plus important, c'est l'ampleur de cette mobilisation. Sa détermination aussi. Même à Yaoundé, qui était pourtant archi-sécurisé, police, armée partout. Oui, on imagine. Des manifestants ont quand même tenté de sortir. Et pour beaucoup d'analystes qu'on a lus, c'est vraiment le signe d'un réveil citoyen. Ça casse un peu l'image qu'on avait parfois du Camerounais un peu apathique, résigné. Oui, cette image qui colle un peu à la peau. Voilà. Et malheureusement, le bilan humain a été lourd, très vite. On a parlé d'au moins 4 morts confirmés au début, mais tout le monde craignait que ce soit bien plus, vu la violence des heurts. Revenons un instant sur ces chiffres officiels. C'est ça le point de départ. Comment on explique cette victoire annoncée de Biya, alors que beaucoup d'infos du terrain, y compris celles qu'on a vues, suggéraient plutôt qu'il perdait du terrain? Oui, c'est ça qui est troublant. On parlait de difficultés dans ces zones fortes habituelles, comme le Grand Nord, et d'un vote contre lui dans les grandes villes, Yaoundé, Douala, Bafoussam. C'est là où l'analyse des chiffres devient fascinante et inquiétante en même temps. Si on regarde le nombre total de votants, entre 2018 et 2025, selon les chiffres officiels toujours, Oui. on voit une hausse globale énorme, environ plus 50%. Ce qui, pourrait s'expliquer, meilleure mobilisation, la démographie. Mais j'imagine qu'il y a un mais. Ah bah oui, le diable est dans les détails, comme on dit. Cette hausse, elle n'est pas du tout répartie pareil partout. Elle est concentrée massivement là où, comme par hasard, Biya est déclaré vainqueur avec des scores très hauts. Par exemple, Par exemple, dans sa région d'origine, le centre, plus 54% de votants. Dans l'Est, plus 48%. Dans le Sud, plus 59%. Déjà ça, c'est énorme. d'accord, c'est beaucoup en effet. Mais alors, le plus incroyable, ce sont les chiffres des régions anglophones, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, en plein conflit armé depuis des années. Oui,
Une situation dramatique là-bas. Et là, les chiffres officiels nous disent 443% d'augmentation du nombre de votants dans le sud-ouest et, attention, plus 800% dans le nord-ouest. Pardon, plus 800%? Mais c'est pas possible. Si, dans une zone en guerre, avec des centaines de milliers, voire 1 million de déplacés qui ont fui... Ben voilà, c'est la question que tout le monde se pose. Logistiquement, c'est impensable. Sécuritairement, c'est impensable. Démographiquement, ça ne tient pas debout. C'est ça. Surtout que, en même temps, dans une autre région importante, l'extrême nord, touchée par Boko Haram, mais où Biya avait cartonné en 2018. Oui. Là, le nombre de votants, il baisse de 9%. Bizarre, non? Alors que dans les régions qui accueillent les déplacés anglophones, comme le littoral ou l'ouest, l'augmentation est beaucoup plus faible, plus 30%, plus 15%. Ça ressemble plus à quelque chose de plausible. Donc si je résume ce qui ressort de vos sources, on aurait une participation qui gonfle de manière complètement irréaliste là où le pouvoir avait besoin de voix, Exactement. pour compenser les pertes ailleurs, dans les villes, dans le nord. C'est ça l'idée. C'est l'interprétation qui domine, oui, très clairement. L'idée d'une fabrication de chiffres, en particulier dans ces zones anglophones où le conflit rendait tout contrôle de l'opposition sur le scrutin quasi impossible. D'accord. Une façon de bricoler une majorité sur le papier, quoi, qui serait totalement déconnectée de ce qui s'est passé réellement dans une grande partie du pays. C'est troublant, effectivement. Mais ce qu'on lit aussi, c'est que cette colère qui explose, ça dépasse la simple histoire de pourcentage, n'est-ce pas? C'est plus profond. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est un point essentiel. Plusieurs analystes, comme Marie-Roger Billois, le soulignent bien. Isatiron Mabakari, bon, il a été un catalyseur, c'est clair. Il a capté ce vote de rejet. Mais ce mouvement, il exprime un ras-le-bol beaucoup plus large. Un rejet d'un système qui est là depuis 43 ans. Un système que beaucoup voient comme ayant appauvri le pays, bloqué tout espoir de changement. Et ce sentiment d'impunité aussi qui revient souvent. Exactement. L'affaire Martinez-Zogo, ce journaliste assassiné, c'est devenu un symbole terrible de ça. Et puis, il y a le coût de l'élection elle-même. Oui, vous en parliez. 22 milliards de francs CFA. C'est le chiffre officiel. C'est énorme pour le pays. Dépensé pour un vote dont le résultat semble finalement nié ou trituré par ceux qui l'ont organisé. Ça nourrit une colère et un cynisme profond. Et ce rejet, il semble dépasser les lignes habituelles ethniques ou régionales. On a vu que Bakary venait du Nord, mais il a eu des voix ailleurs. Oui, c'est ça aussi qui est intéressant. Même les chiffres officiels montrent qu'il a fait des scores importants bien au-delà de son fief. Il a réussi à agréger un vote protestataire assez large. Et plus troublant encore, certaines sources parlent d'une lassitude, d'un rejet même silencieux au sein de l'appareil d'État lui-même, fonctionnaires, militaires, qui en privé diraient leur ras-le-bol. Ah oui? Jusque-là. Oui, Il y a même une théorie qui circule, bon, ça reste une théorie, bien sûr. sur un possible plan interne au régime. L'idée que certains clans voulaient utiliser cette élection pour organiser une succession, peut-être même écarter Biya après la victoire proclamée, pour mettre leur propre homme. Une sorte de passage de relais contrôlé. Voilà. Et cette contestation massive, avec Bakary comme figure, ça viendrait complètement perturber ce jeu interne. Ça pourrait même réveiller une guerre des clans. Certains pensent même qu'une victoire de Bakary, validée, aurait pu être une transition plus stable, paradoxalement. Moins risqué qu'une guerre interne. Exactement. Moins risqué qu'un règlement de compte sanglant entre factions du régime. Ça montre la complexité vue de l'intérieur. C'est une perspective assez vertigineuse. Alors face à tout ça, la rue qui gronde, ces tensions internes possibles, comment réagit le pouvoir? Et l'opposition, elle fait quoi pour tenir? Responsable de l'UPC Manidem, Patrick Coltart, qui soutient Bakary, décrit une situation très très tendue à Douala. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Il parle d'une opération ville morte, spontanée ou organisée, on ne sait pas trop, mais marché fermé, commerce fermé, D'accord. ville paralysée. Mais surtout, il insiste sur le déploiement massif de l'armée. Pas seulement la police, l'armée dans les rues. Ah oui, l'armée carrément, Oui, avec usage de matériel lourd contre les manifestants. Et il confirme malheureusement de nouvelles victimes. Il critique aussi très fort la communication officielle, un communiqué de la présidence qui parlait de vies inutilement perdues. pas très empathique. C'est le moins qu'on puisse dire. Perçu comme un manque total de compassion. Donc, la réponse, c'est la force. Et l'opposition, elle compte tenir comment face à ça? Continuer à manifester? C'est la ligne qui se dessine, oui. Maintenir la pression par des manifs pacifiques, encore et encore.
malgré la répression, malgré les arrestations de leaders, parce que ça a déjà commencé. Oui, bien sûr. Donc il faut s'attendre à ce qu'ils essayent de se réorganiser, peut-être avec d'autres figures. L'objectif de Bakary est clair, jusqu'à Etoudi, le palais présidentiel. Symboliquement fort. Très fort. Et en parallèle, il y a l'idée d'actions de désobéissance civile plus organisées, comme ces villes mortes qui pourraient durer. L'idée, c'est de bloquer l'économie pour toucher le régime au portefeuille, comme dit une source. Tout en sachant, et ils le disent, que c'est dur pour la population aussi qui vit au jour le jour. Oui, c'est un coup pour tout le monde. Rester calme face aux provocations, mais ne pas lâcher. Un sacré bras de fer qui s'engage. Et pendant ce temps, la communauté internationale, elle regarde ça comment? Les ambassades doivent être en alerte. Alors, son attitude est décrite comme plutôt discrète, voire attentiste. Pas de grandes déclarations. Pas vraiment. Un signe quand même, les ambassadeurs des pays occidentaux importants, l'UE, les USA, n'étaient pas là à la cérémonie de proclamation des résultats. Ah, un boycott? Pas forcément un boycott officiel, mais plutôt une marque de prudence. D'incertitude. Une façon de ne pas cautionner trop vite un processus contesté qui pourrait mal tourner. Je vois. Une prise de distance. C'est ça. Par contre, l'ambassadeur russe, lui, était là. Ce qui montre peut-être d'autres dynamiques géopolitiques. Pour le reste, c'est surtout de l'attentisme. Les agences de l'ONU, comme le Haut Commissariat aux droits de l'homme, publient des communiqués après coup, condamnent les violences, demandent des enquêtes. Classique, un peu. Oui, ça peut servir de levier plus tard, peut-être pour une médiation, mais sur le moment, l'impact est limité. Il y a aussi une critique intéressante qui ressort sur le rôle de certains médias internationaux, l'AFP par exemple. Ah oui, hein. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Certains analystes camerounais trouvent qu'ils ont été trop prudents au début sur la couverture des violences, qu'ils ont peut-être minimisé le bilan humain, et aussi qu'à voir le vote, ils ont peut-être trop présenté Biya comme le favori inévitable. Alors qu'il fallait nuancer. Voilà. Il aurait fallu insister sur sa force institutionnelle, qui rendait sa défaite difficile, mais pas forcément sur sa popularité réelle, qui était, elle, plus incertaine. Et bien sûr, la question des intérêts étrangers, la France, ça revient toujours. Ah ça, inévitablement. Ça revient toujours dans ces situations en Afrique francophone. Ça ajoute de la complexité, de la suspicion parfois. Certains analystes avancent même une idée que Paris ou d'autres s'attendaient peut-être plus à un scénario de succession contrôlée, un peu comme au Tchad ou au Gabon récemment. Une sorte de changement dans la continuité? Exactement. Et ils auraient été surpris par cette explosion populaire qui conteste directement le vote. Ce scénario-là, une légitimité populaire qui défie la légalité institutionnelle aussi fort, c'est assez nouveau au Cameroun à cette échelle. Et du coup, les acteurs internationaux, ils savent pas trop comment réagir. Ce qui nous ramène au nœud du problème, ce choc frontal entre deux réalités. D'un côté, la légalité des institutions, soutenue par la force. De l'autre, une légitimité qui vient de la rue, d'un sentiment d'injustice. C'est exactement ça? Les chiffres officiels créent une vérité juridique, mais la rue montre une autre vérité, celle du terrain. Et ça ouvre des questions énormes pour la suite. Est-ce que la mobilisation populaire peut tenir dans la durée face à la répression qui s'annonce dure, avec l'armée impliquée? Oui, c'est la grande question. Et à l'inverse, est-ce que le régime, derrière sa façade unie, peut commencer à se fissurer, avec la pression de la rue et ces possibles guerres internes dont on parlait? Et surtout, est-ce qu'il y a encore une place pour discuter, pour une médiation, une sortie politique négociée, dans ce climat de défiance totale? C'est l'inconnu total. Ce qui est certain, c'est que le Cameroun vit un moment absolument critique, un tournant potentiel. Cette collision entre la vérité des institutions et celle de la rue, elle est violente et l'issue est vraiment incertaine. Il va falloir suivre ça de très très près. Merci de nous avoir écoutés pour cette analyse. Peut-être juste une dernière réflexion qui va au-delà du Cameroun. Qu'est-ce qui se passe quand les outils même de la démocratie, le vote, les institutions comme un conseil constitutionnel, sont vus par une grande partie des gens non plus comme des arbitres, mais comme des outils pour confisquer leur choix? C'est une question profonde. C'est une question sur la confiance dans la démocratie elle-même aujourd'hui. Et ça nous concerne tous, bien au-delà de Yaoundé ou Douala.